Bonjour tout le monde, ici Max Gagnon pour la TCBH. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir Seb Rioux. Bonjour Seb. C'est à moi l'honneur. Merci, c'est partagé. Alors, je vais commencer par une question très simple. Il faut mettre la table. Sébastien Rioux, qui es-tu? Sébastien Rioux. Je suis né à Trois-Pistoles il y a bientôt 50 ans. J'ai fait tout mon secondaire ici. Je suis parti, dans le fond, de Trois-Pistoles après mon secondaire 5 pour aller étudier à Rivière-du-Loup, entre autres. Puis je suis revenu. Je suis parti de 1993 à 2011. Parti presque 20 ans. Tu as fait un peu le tour du Québec? Ou... oui, j'ai même habité 4 ans en Ontario. J'étais prof de français là-bas. Prof de français dans des communautés franco-ontariennes? J'étais prof de français au privé. Dans le fond, le background, justement, ce qui m'a mené à ça, c'est que j'ai été animateur à l'école de langue ici, moi, pendant 6 ans. Ah oui? Ouais, donc, je suis déménagé à London, en Ontario, à un moment donné, parce que je connaissais des gens qui étaient venus étudier ici. Moi, j'étais animateur, je me suis fait des amis parmi les étudiants, puis j'ai décidé de déménager là-bas. Par les connexions que tu as eues sur le terrain? Oui, exactement. Puis moi, en arrivant là-bas, en ayant travaillé déjà pour l'Université of Western Ontario, qui était à London, en Ontario, j'avais ce bagage-là dans mon CV. Donc, je me suis trouvé les pieds je me suis trouvé une place dans une petite boîte privée de français langue seconde. Et je travaillais pour... c'était le business French, puis c'était le français des affaires, vraiment. Je travaillais pour... j'ai donné des cours à l'armée, à Bell Canada, à la GRC. C'était des cours business French, c'est-tu des cours de français plus professionnalisés? Oui, c'est ça. Axés sur les affaires, puis pas sur les relations internationales un peu? Oui, aussi. Oui. Ouais. Moins sur le parler de tous les jours, là. Moi, c'est ça que j'incluais en tant que Québécois, puis ils aimaient ça toujours que je leur apprenne des expressions. OK. Là. Parce qu'il y a des gens qui se destinaient au Québec avec leur français, donc ils voulaient peut-être apprendre à parler québécois, quelque part? Ou... Oui, dans le fond, ces gens-là, c'était dans le cadre de leur travail. Eux, il y a aussi l'aspect que ces gens-là pouvaient, à la suite de ces cours-là, éventuellement avoir une promotion comme étant devenus bilingue business, des affaires. Okay, donc, on ne pourrait pas avoir une discussion de philosophie, mais on pouvait avoir une discussion... dans leur travail pour pouvoir répondre à des services en français. C'est pour ça qu'il y avait des cours aussi pour le gouvernement. Puis, je donnais des cours le matin, très tôt, le midi, puis le soir, puisque ces gens-là travaillaient. Donc, tu te reposais jamais, tu mangeais pas, non? Mais non, mais l'avant-midi puis l'après-midi, j'avais mes après-midi libres. J'allais jouer de la musique souvent. Ouais. Ah oui? Jouer avec des gens? Ou... J'avais un band aussi là-bas. Dans le fond, moi, j'ai mon bagage Mon bagage de 15 ans à 35 ans, ça a été de jouer dans des bands de musique, d'avoir des... C'est quoi ton instrument? La guitare principalement, mais piano aussi, mais j'ai été chanteur dans des bands principalement. J'étais avec KGB, dans le fond, de 1999 à 2010, avec des gens de Trois-Pistoles qu'on connaît, là, Fred Lagacé, avec Guillaume Côté-Philibert, toute cette gang-là, Olivier Lebel... Talbot. Gang, ouais, c'était cette gang-là qui a été le noyau du début de KGB. On est déménagé à Montréal ensemble en 2001. On a roulé notre boss pas mal à Montréal jusqu'à... Vous avez fait des tournées? Oui, on a surtout beaucoup joué à Montréal. Ce qui nous est arrivé, mais ça nous a amené à jouer à plein de places. Là. Puis là, en fin de semaine, à la Forge, chez les Breastfeeders, puis on a joué souvent avec les Breastfeeders. Ouais, on a fait l'ouverture de l'UQAR en 2007, puis l'ouverture de l'ouverture de l'UQAM en 2007, puis l'ouverture de l'UQAR en 2009 avec eux autres. C'est-tu des gens du coin aussi? Ou... Non. C'est juste qu'on était dans ce cercle musical-là quand on était à Montréal. Les fortes années de KGB, c'était ça, là, 2004, 2005, 2006, 2007, mettons, aussi 8, 9. Là. Ça a été les grosses années. C'est quoi le style? Funk rock. Funk rock? Ouais. On entend de musique présentement? On veut du funk rock. Ah, c'est bon. Si j'ai mis dans l'arbre mon sourire, connecter le regard avant de bien mourir, ingurger la théorie de m'être plus viré, de prendre possession de mon tas inondé, des tâches routinièrement liées au tic-tac. Hostie, il pète ma bulle de tout petit, sans tape, sans prix, sans indice.
même tout ouïr. J'ouvre la bouteille, non pour oublier le plaisir de savourer sans pitié et des cases prouver l'imputabilité. Alors, il avait un petit intermède, voilà. Comme on disait, dans le fond, tu as roulé ta bosse en tant que musicien au début, c'était principalement ça, Ouais. ton parcours de vie, on pourrait dire. Ouais, jusqu'à Ça t'a l'âge de fait- 35 ans. Ça t'a amené à découvrir plein de choses, dans le fond. Ouais. Puis, est-ce que c'est encore présent dans ta vie? Est-ce que tu joues encore un peu de musique pour le Ben, la pour le- musique, oui. pour le plaisir? Surtout à la batterie. Je me suis comme recyclé en batteur depuis une dizaine d'années facile parce que j'ai commencé à avoir des problèmes au poignet et jouer la guitare, ben, c'est plus compliqué, donc plus difficile. Ça demande un peu moins de poignet, le drum, mais c'est quand même forçant Ouais. sur l'avant-bras. Mais ça me demande moins, c'est ça. C'est moins précis. Facile. J'ai plus de difficultés maintenant à jouer de la guitare, malheureusement. Là. Je suis plus percussion maintenant. Je me suis mis au violon depuis le mois de janvier. Ah, génial. D'ici 2046, je devrais être pas pire. C'est facile fausser c'est sur ça. le violon, Ouais, puis on va le dire. c'est facile. J'ai compris l'instrument assez rapidement parce que c'est comme l'inverse d'une guitare. Là. Donc, techniquement, je le comprends, mais toute la technique de l'archet puis tout ça, c'est plus compliqué. Ça viendra. Puis, fait que là, tu as fait un peu le tour du Québec, tu as voyagé quand même beaucoup, tu as roulé ta bosse. Puis qu'est-ce qui a fait que tu es revenu à Trois-Pistoles? À ce moment-là, j'étais avec quelqu'un qui, avec une conjointe que j'ai amenée à Trois-Pistoles pour une première fois. Puis je me souviens, on est allé sur le bout du quai, puis elle a dit « Hey, toi, si un jour tu vas revenir à Trois-Pistoles, je te suis. » Est-ce qu'il y avait un coucher de soleil à ce moment-là? Il devait y avoir un coucher de soleil Parce à que ce moment-là. ça marque quand on voit ça. Finalement, on a fait « OK, on déménage ici. » Puis 6 mois plus tard, on était rendu là. Ça s'est fait relativement vite. On a trouvé une maison rapidement à Trois-Pistoles. Je suis arrivé en 2011, j'avais 35 ans. Puis j'avais toute la vie encore devant moi, comme aujourd'hui. Mais t'avais-tu perdu le lien avec Trois-Pistoles? Non. Non, tu l'as toujours gardé? Non, ouais, effectivement. Surtout les premières années, quand je disais que j'ai déjà travaillé à l'école de langue, ben c'était l'été. Moi, pendant l'hiver ou la période scolaire, même si c'était pas la période, j'allais pas à l'école, mais je travaillais pendant l'année, puis je revenais souvent passer l'été ici. OK, oui. Pendant plusieurs années. C'est jamais, je pense, jamais arrivé que je suis jamais venu à Trois-Pistoles pendant l'été. Mais toutes les années que j'ai vécu à Montréal, ben là, ça a fait que l'été, ben je profitais de Montréal pas mal pareil. Mais le fleuve m'a toujours manqué. Là. Oui, puis le fleuve à Montréal, il y en a pas beaucoup. C'est plus pareil. Hein? Ouais, non. C'est plus la même. C'est une petite embouchure. Ouais. Puis d'après toi, c'est quoi qui fait que Trois-Pistoles, qui est vraiment plus petite que les autres villes, a une identité aussi forte, puis genre attire a une force d'attraction aussi grande par rapport à des monstres comme Montréal ou comme Québec? Il y a eu la vague Eco-Fight que j'aime appeler, là, qui a, au début des années 2000 jusqu'à 2013-14, malheureusement, je me souviens plus de l'année exacte, là, mais ça l'a créé comme un mouvement de vitalité de jeunes qui ont dit « Hey, c'est cool ce festival-là », puis ils venaient l'été, puis ils ont décidé de s'impliquer puis de s'implanter à Trois-Pistoles puis dans les Basques. Ça fait toujours ça. Là. Souvent, les personnes arrivent à Trois-Pistoles, puis après ça, s'achètent une maison à Sainte-Françoise, s'achètent une maison dans les rangs. C'est un phénomène bien connu. Oui. Il y a de l'espoir dans les Basques. Je trouve ça le fun de voir. Il y a de la place. Il y a de la place. Il y a tellement de la place, en vrai. Ouais. Puis de la place pour des projets. C'est souvent les gens qui viennent ici, c'est le fun qu'il y ait aussi des projets. Il y a de s'intégrer, puis tu peux te trouver une job dans des choses qui existent déjà. C'est quand même assez fascinant ici comment les gens peuvent avoir beaucoup de projets. Ouais. Les gens se loadent de projets, si on veut, comparé à Montréal. Des fois, il y a du monde qui font juste travailler. Oui. Ils se divertissent, ils travaillent, ils se divertissent. Mais ici, c'est comme on crée des choses. Là. Je pense qu'il y a cette portion-là de la population. Là. Trois-Pistoles, il y a quand même 3500 personnes, puis les gens qui sont impliqués voient les gens qui sont impliqués. Tu vois les mêmes gens. Et on se recroise souvent. Souvent, les gens qui sont impliqués sur plus d'une implication en même temps, là, plus d'un conseil d'administration, ou plus d'un festival, ou plus de... Les gens impliqués sont impliqués. Puis à Trois-Pistoles, ceux qui s'impliquent sont impliqués pas à peu près. Là. C'est ça qui est le fun. Puis parlant d'implication, là, j'ai cru comprendre que tu as un passé de personnes qui s'engagent socialement assez fortement, assez même des fois intensément.
Ça serait quoi la cause sociale qui te tient le plus à cœur aujourd'hui, en ce moment? Quand on se battait contre le projet de barrage en 2002 sur la rivière Trois-Pistoles, on avait un slogan qui était la justice environnementale, qui parlait de justice environnementale. Puis je pense que ça a toujours été ça qui m'a... Les injustices, qu'elles soient environnementales, qu'elles soient sociales, qu'elles soient d'un niveau... Voyons, là, je cherche mes mots encore, je veux trop parler en même temps. Les justices, qu'elles soient au niveau environnemental, qu'elles soient au niveau social, qu'elles soient au niveau colonial, les minorités, c'est quelque chose qui me touche vraiment, ça vient me chercher, puis je me sens... Tu te sens appelé parce que tu es sensible par rapport à ces enjeux-là. Là. Je me sens appelé, puis j'ai pas le choix. Je veux dire, si ça me touche, je dois faire quelque chose. J'ai l'impression qu'en tant qu'être humain, ben, quand tu es indigné, tu as un certain devoir de t'indigner, puis de l'exprimer. Pas juste chialer, puis aller se coucher, puis rechialer. Non, Il non, faut que ça passe à une non, action, à un non, moment donné, si non. je comprends bien. Non, je suis le genre à, effectivement, en vrai, il y a trop de combats, mais j'en ai choisi quelques-uns, puis l'environnement est effectivement un, parce que ça a toujours touché les Basques, Trois-Pistoles, la rivière Trois-Pistoles, tu sais. Je pense que je suis devenu engagé environnementalement par défaut, parce que c'est ce qui a touché Trois-Pistoles puis les Basques, mais si ça avait été, si j'avais été né, si j'étais né, ça, tu couperas ça, s'il te plaît. On va essayer de le couper. Si j'étais né ailleurs, ben j'aurais probablement milité pour d'autres causes, tout simplement parce qu'il y aurait eu d'autres enjeux ailleurs. Là. Oui. Mais c'est vrai que le paysage de Trois-Pistoles, la ruralité, la proximité avec la nature, ça fait qu'on est, on est conscient que c'est beau. Ouais. Parce que, mettons, à Montréal, beaucoup de béton. Protéger une forêt, c'est quasiment un enjeu lointain parce qu'il n'y en a pas dans la ville. Ouais, t'as raison. Oui, fait que, dans le fond, ça t'a marqué. Mais je veux savoir, en fait, j'aimerais ça parler de ce que tu fais maintenant comme tes projets plus actuels. Ouais. C'est. Attends, si je me souviens bien. Vas-y. Tu es documentariste, cinéaste, réalisateur et photographe. Puis tu as ta propre compagnie de production de vidéos. T'es quand même, à ce qu'on dit, tu es très occupé, tu es en demande quand même. Fait, comment ça se passe? Merci la vie. Ben oui, je suis privilégié, je pense, de vivre de mon art. Ben c'est ça, justement, on est quand même dans une région pas trop populeuse. Fait, comment tu fais pour tirer ton épingle du jeu puis continuer comme ça à rouler? Je suis quand même un peu ce qu'on appelle slasher, là, un slasher, quelqu'un qui fait plusieurs choses en même temps. Donc, oui, je fais de la vidéo, c'est la chose principale, ma source principale de revenus. Puis c'est là que je dis merci la vie. Mais je fais aussi de la photo, donc j'ai des contrats de photo. Je peux avoir des contrats, je fais des sites web, donc je peux avoir des contrats de sites web. Donc, tu sais, je fais plus qu'une affaire, je donne des cours de tablette aux aînés depuis 15 ans. Hein, merveilleux. Scope ici, là, je pense à ça un peu, mais... Je pense que je vais envoyer le lien à ma mère, ça pourrait l'aider avec son iPad. Oui, c'est exactement. C'est ce que je fais depuis... On te salue, je fais ça, surtout le printemps, là, c'est en demande, je fais ça dans les FADOC et les clubs de 50 ans et plus de ce monde. Mais ce qui est drôle, c'est qu'au mois de juillet, je vais atteindre la cinquantaine, donc je me disais que je vais pouvoir me donner des cours à moi-même maintenant. Oui. Mais c'est quand même ça doit être valorisant de faire ce geste-là parce que les aînés, ça prend pas grand-chose des fois pour qu'ils soient capables d'utiliser ces outils-là. Il faut juste que quelqu'un leur explique, prenne le temps de leur expliquer, dans le fond. Oui, parce qu'ils ont tous le même, et puis ils m'arrivent tous avec le même discours. Ah, mon petit-fils a essayé de me montrer ça, mais il est allé trop vite, puis il l'a fait pour moi. Puis moi, je prends le temps avec eux. Pour qu'ils soient autonomes. Oui, il faut qu'ils soient autonomes. Puis c'est souvent les mêmes demandes qui reviennent, les mêmes besoins. C'est la communication, communiquer avec la famille, être capable d'aller sur le Facebook des petits-enfants puis voir comment ils vont, puis jouer aux petits jeux puis prendre leurs nouvelles. Est-ce qu'on pourrait dire que c'est ton contrôle, la partie de ton travail qui te rend plus fier, ce contrat-là, ou c'est... Non, la création, ça me rend fier aussi, sinon je le ferais pas, là. Je pense que de voir les gens, dès qu'il y a une personne qui me dit « Ah! » J'avais jamais compris ça, puis que la personne l'a compris, c'est toujours un prix, une satisfaction. Oui. Mais la création, j'ai besoin de créer pratiquement tous les jours, que ce soit en vidéo, en photo, en musique, en texte, en écriture, en poésie, en à peu près tout.
c'est un besoin viscéral que si je fais pas, ben je deviens un petit peu grognon. Fait que le processus créatif, c'est ça qui te branche le plus. Ouais. Puis tu travailles sur quoi en ce moment? C'est quoi ton gros projet là, que tu couvres? Je travaille sur un documentaire. Je vais choisir de parler de celui-là, là, mais un documentaire qui, jusqu'à maintenant, va s'appeler « Tant que nous marcherons ». Et j'ai été invité par les organisatrices et organisateurs de la Marche pour le vivant qui a eu lieu l'année passée au mois de juin. Entre le BIC et Trois-Pistoles, Notre-Dame-des-Neiges. Ça a fait beaucoup jaser dans les médias. Oui, effectivement. C'est une marche de 4 jours. Et j'ai été invité à me joindre à eux pour prendre des images, en ne sachant aucunement qu'est-ce que j'allais faire avec ces images-là. Moi, c'était pas ma première marche. J'ai marché, entre autres, en 2010 contre les gaz de schiste, qui a été un énorme mouvement là, contre les gaz de schiste en 2010 quand même. Là. Je me suis rendu compte, j'ai voulu aller creuser le sujet de ça transforme les gens qui marchent, de marcher. Je me rends compte de ça. Il y a des discussions qui jamais tu aurais eues avant. Tu discutes avec des gens que tu n'aurais jamais rencontrés aussi. Marcher, ça transforme l'être. Tu peux ne pas discuter avec des gens et être transformé aussi, là, mais bon. Aussi, ça doit aider beaucoup la cohésion de groupe par après. Totalement. On a une expérience en commune ensemble. Il y a une expérience de co-gestion, d'autogestion d'événements dans ces événements-là, souvent. Là. Surtout sur plusieurs jours, ben, tu dois cohabiter avec des gens dont tu dois cohabiter. On sait comment ça peut être dur des fois d'aller en voyage, même avec nos proches, puis de bien s'entendre. Des choses comme ça, mais tu le fais pour la cause. Donc, marcher, le documentaire est vraiment marcher en tant qu'outil de mobilisation sociale. Donc là, je cherche à aller avoir des témoignages et de creuser la question de quel est l'impact des marches comme mouvement social? Pourquoi on marche? Dans le fond, je veux répondre à cette question-là. Pourquoi on marche pour changer les choses? C'est une grande analyse du phénomène. Oui. Là, j'ai eu la chance de faire une entrevue avec Donatella Della Porta, qui est une Italienne sociologue, spécialiste des mouvements sociaux mondiaux. Ça a été la première personne qui a embarqué dans mon idée folle de faire ce film-là. Puis elle est super sympathique, Donatella. Et la prochaine personne qui va rentrer dans mon film, c'est Stanley Volant. C'est le premier médecin Inou. Une grande pointure en termes de... Oui, aussi. Lui a accepté. J'ai eu tellement de belles discussions avec lui au téléphone pendant 45 minutes. Il est généreux. Il est très généreux. Puis je me dis, l'entrevue, elle va être magnifique, mais il tripait sur l'idée, puis il tripait sur ce que je fais. C'était le fun à entendre, tu sais. Le positif venait vraiment beaucoup de lui, puis c'est lui qui voulait s'impliquer. Donc, le projet en est là. Je vais faire ma rencontre. Je vais avoir ma rencontre avec lui au mois de mai. Donc, ça va être inspirant. Puis, je m'inspire beaucoup de l'évolution. C'est comme une quête en même temps, d'essayer de répondre à certaines questions. Je le sais que ça transforme. Je le sais que ça marche. Mais pourquoi ça fonctionne? Tu veux argumenter un peu la thèse, si oui, tu veux. Oui. Puis, tu sais, c'est même repris. Les marches, je veux peut-être effleurer la chose. C'est que ça marche tellement que c'est même repris par la droite. Ça a l'air que c'est moins niaiseux qu'on pense. Oui, c'est moins niaiseux qu'on pense. Des fois, on peut ridiculiser les marches comme Mais eux, ils l'utilisent, selon moi, à un mauvais escient. Là. Si tu marches contre l'avortement, je risque d'être au bout de la marche pour t'arrêter. Là. Mais la marche, si on l'analyse en tant que mouvement social, oui, elle est utilisée par plein de gens et pas seulement la gauche. On a parlé de la droite. Je pense que j'ai un lien pour t'amener à un autre sujet. Pour résumer ça, grosso modo, il y a un homme qui t'a harcelé sur les réseaux sociaux pendant près de 2 ans, qui devait purger une peine de 9 mois de prison plus l'approbation. Puis, tout simplement, moi, c'est la première chose que j'ai trouvée sur Internet dans les actualités, c'était cette histoire-là. Parce que ça a fait beaucoup d'articles. Ouais. Puis, donc, je me demandais tout simplement, peux-tu nous expliquer brièvement ce qui s'est passé? Oui. Toute une histoire pareille. Moi, la pandémie, je ne l'ai pas vécu pandémie du tout. Moi, j'étais là-dedans à fond. Là. Ça a commencé fin décembre 2019. Ça fait que début 2020, moi, j'en avais par-dessus la tête à gérer les messages haineux qui rentraient.
Faire une histoire courte, les gens qui me connaissent savent que je suis quand même verbal sur mes opinions sur les injustices. Et je le fais sur les réseaux sociaux. Et ça choque des gens, puis c'est correct là, dans un sens. Là. Mais il y a un moyen de répondre à mon opinion d'une autre façon. Mais lui, il l'a vraiment pas pris. Il n'a pas aimé ma façon de faire. Fait que ça a commencé sur de l'ostinage sur Facebook, on pourrait dire. Oui, sur Twitter, en vrai. Là. Il a répondu à un de mes commentaires en me faisant une menace de mort, tout simplement. Ça fait que moi, j'ai porté plainte tout de suite parce que j'ai décidé de ne pas accepter ça. Dès le départ, la première menace que tu as faite, tu as porté plainte? On avait déjà eu des échanges, là. Okay. Mais ça faisait comme un petit bout qu'il n'y avait pas eu d'échange. C'est quelqu'un qui est revenu une fois de temps en temps, quelqu'un qui était anonyme. C'était au sujet de quoi? Là? C'était à propos de Epstein. Ouais. C'est quoi, il voulait défendre Epstein ou non, il était pas clair? Ou... Là, ça devient un peu compliqué. Voulez-vous vraiment entendre tout ça? J'ai fait une publication. Le but de la publication était de montrer que les mœurs changent, autre temps, autre mœurs, puis que par chance que ça arrive de même. Tu sais. Il y a des choses, on parlait de la fenêtre d'Overton tout à l'heure, oui, il y a des choses qui sont acceptées dans un moment de période d'une existence qui ne le sont plus à un moment donné, puis c'est bien correct comme ça. Là. Donc, puis là, j'ai fait la comparaison que dans ma publication, c'est que non, c'était correct, Epstein, là, les petits jeunes dans le temps, je me souviens plus que les nouvelles qui passaient, tu sais, je voyais beaucoup passer ça, des gens qui excusaient ça. Puis moi, j'ai fait, écoutez, moi, mon ancêtre, Jean Rioux, là, quand il est arrivé, là, il avait 23 ans, puis il s'est marié avec Catherine Leblond, qui avait 13 ans. Dans ce temps-là, c'était accepté. T'sais. Aujourd'hui, ça passerait jamais. Puis c'est une méchante bonne chose que ça passe plus. Oui. Mais là, à cette époque-là, c'était accepté. Donc, puis là, il a fait « Ah, t'es un mot, t'as dit tu viens d'une famille de pédophiles. » Il est parti là-dessus avec « If I'm gonna find you, I'm gonna kill you. » Ça a été sa menace. Wow, mais... Bon, je veux dire, on pourrait remettre là, on part de loin, mais c'est ça. On pourrait remettre en doute sa santé mentale, peut-être. Totalement. Mais... J'ai porté plainte, c'est allé en cours, il a été arrêté. Je vais faire une histoire vraiment courte. Il a été arrêté parce que ça a duré pendant 18 mois, plus de 400 messages haineux, des photos pas belles à voir. Mais ça, pendant ce temps-là, la police... Oui, pendant 1 an, sur les 18 mois, pendant 12 mois, la police était sur le cas. Moi, j'ai porté plainte après 6 mois. Mais c'est pas évident de retracer quelqu'un qui est anonyme. Ils ont réussi. Mais il devait avoir des preuves hors de tout doute que débarquer chez lui faisait qu'il y avait assez de preuves pour le poursuivre. C'est la couronne qui l'a poursuivi. C'est pas... Je suis pas allé au privé, je suis pas allé au criminel. Non, c'est allé au criminel. Oui, mais je comprends. La couronne peut dire... Moi, j'ai porté plainte, c'est la couronne qui a poursuivi au moins, tu n'avais pas à t'occuper du non, dossier. Exactement. J'aurais pu ne pas y assister du tout. J'assistais à toutes les représentations. Mais la preuve était tellement énorme que... C'est pas tout le temps que les gens vont en prison pour des menaces sur Internet. Donc, lui, 9 mois, c'est quand même... ça veut dire que c'était important. Ouais, j'ai fait de jurisprudence. Puis, c'est ma petite victoire à moi pour ça. Là. Tu sais, moi, quand ça a sorti dans les médias, là... Puis je savais que ça allait sortir dans les médias un petit peu avant. Là. Moi, c'était pour ça que je voulais en parler. C'est qu'il y a moyen de gagner. Là. C'est ça, tu es allé à Tout le monde en parle, je pense. Oui, j'étais allé à Tout le monde en parle. Ouais. Puis c'était pour sensibiliser sur le sujet, mais de montrer que, hey, j'ai gagné. Là. T'sais, je me suis pas laissé avoir, puis faites pareil. Là. Oui. Acceptez pas ce comportement-là haineux. De plus en plus en ligne, ça a lieu. Puis les algorithmes sont beaucoup axés sur le rage bait, l'appât de la rage. Donc, l'algorithme va montrer souvent mes publications à des gens qui sont susceptibles d'être choqués par ma publication. Ils ne me suivent pas, là. Moi, je le vois dans mes statistiques, là. Il va le montrer à des gens qui ne me suivent pas, mais qui vont être... Qui vont te détester. Qui vont me détester. Vraiment? Ça marche? Donc, ça fonctionne comme ça? Ben oui, puis ça génère beaucoup plus d'engagement sur les réseaux sociaux, la haine que l'amour, bien malheureusement. Mais donc, par exemple, tu ferais une publication pro-environnementale, j'aime l'environnement. Ouais.
c'est public. Je vais avoir- Là, Facebook va l'envoyer dans le feed, comme on dit, d'une autre personne qui haït l'environnement. Ben oui, à la limite, on pourrait le voir de même. Ben, Mais en c'est vrai, rare tu sais, que les gens OK. haïssent l'environnement. Non, c'est mais- ça, là. Mais ça va être des choses qui vont être pas... Tu sais, on peut parler du débat de la vin, tu sais. Donc, c'est sûr que lorsque je fais une publication là-dessus, ben c'est beaucoup plus les gens qui sont contre la vin, au final, Qui vont le voir. qui vont voir la publication, parce que Facebook sait très fortement que ces gens-là vont plus réagir que les gens qui sont du même côté que moi. Parce que tu sais. s'ils sont de ton côté, les gens ne vont pas nécessairement dire « Ah, Non. je suis de ton côté ». Non. Mais non. s'ils sont contre, « Ah, toi, là, je Ouais. t'aime pas. » là. Ouais, je suis en anti-développement. C'est assez perturbant, cette réalité, n'est-ce pas, mesdames et messieurs? Oui. Je baigne aussi dans les réseaux sociaux là, de gestionnaires de communauté dans les cordes que j'ai à mon arc. Et puis, je le vois, là. C'est pas évident de capitaliser sur le beau. On peut le faire, là. Il faut le faire. Mais c'est ça. Les réseaux sociaux, c'est pas nécessairement une place pour se conscientiser tant que ça, parce que ça polarise plus, puis il n'y a pas place à une discussion franche où on va être beaucoup plus nuancé en face de la personne qu'en arrière de son ordinateur, puis tout mon... Je dirais même C'est qu'il y a facile. de quoi de toxique dans ce Totalement. climat-là, Totalement. où est-ce qu'on est abondé de Totalement. choses qui vont nous faire choquer. Ouais. Et c'est juste toutes les choses qu'on aime le moins, puis on voit pas les gens qui sont nuancés, qui sont Oui, ben... pas à l'opposé, tu sais. Ouais, la nuance de ne pas payer beaucoup La sur nuance ne paie pas. les réseaux sociaux, non. Ouais. Mais dans la nuance, il y a la vérité. C'est pour ça il faudrait revoir un peu le Une modèle, partie, en tout cas, idéalement. Là. Ouais. Sinon, pour changer d'air, Ouais. tu avais fait une exposition photographique, parce que Oui. c'est quand même une bonne partie de toi, ça, Ouais, la photographie. Puis ça avait passé au Grain de folie il y a quelques temps. Et donc, je me demandais, c'était quoi tes motivations par rapport à ce projet-là? Parce que c'était des photos qui associaient des photos aériennes avec des photos terrestres. C'est quoi le concept? J'ai fait plus qu'une exposition, donc tu parles la dernière, je sais pas si c'est la dernière ou... Je pense qu'il y avait 6 photos Aériennes. de juste exposition de trucs aériens et de trucs terrestres. En tout cas, c'est comme ça que je l'avais vu, mais c'était des photos assez psychédéliques, genre assez... Ben souvent, je fais de En la... 2024, j'ai vu l'article en il 2024. doit y avoir de l'aérien aussi là-dedans. Là. Mais tu sais, la photo, moi, j'ai commencé ça dans les années 90, argentique. Je développais mes photos en chambre noire, là, donc je viens de ce monde-là. Puis j'ai toujours été attiré surtout par la photo abstraite. Une des premières expos que j'ai faites en revenant à Trois-Pistoles en 2012-13, je me souviens plus, c'était que ça s'appelait proximité. C'était juste des regards d'un objet, mais pris de très, très, très proche, puis ça avait l'air de quelque chose d'autre. OK. J'étais vraiment dans ce mood-là, puis je le suis encore à la limite. Là. Mais la photo par drone, lorsque je me suis mis à la photo aérienne, puis à l'imagerie aérienne, dans le fond, qui était au départ pour avoir une offre supplémentaire lorsque je fais de la vidéo. Je trouvais qu'offrir une offre aérienne aussi, c'était bonifier ce que je faisais. Tout d'un coup, je me suis mis à faire de la photo de paysage. C'était pas du tout ce que je faisais avant. Puis c'est pas nécessairement ce qui m'attire. Moi, je suis pas membre de groupe de paysage tant que ça, à part celui-là de Trois-Pistoles peut-être. Là. Je parle sur Facebook. Là. Donc, je ne suis pas un adepte de ça du tout, mais je trouvais que j'aime donner un angle nouveau au regard. Donc, l'angle aérien, je trouvais qu'il y a moyen de montrer les Basques puis ma région d'un angle qui n'est pas... Qui n'est pas commun. Qui n'est pas commun. Donc, c'est Qui est ça qui original, m'attire. on peut dire. Ouais. Parce que est-ce que tu t'es inspiré d'un autre artiste pour faire ce mélange-là? Non, c'est rare que je m'inspire de d'autres artistes. Pour vrai, c'est génial. Là. J'ai vu ça, puis c'est beau. Très original, puis c'est beau. Ce que j'aime dans la photo aérienne, là, où je vais chercher mon côté plus... le côté plus artistique puis le côté plus abstrait, c'est quand je prends des photos à 90 degrés. Donc, c'est vraiment des photos vraiment de dessus. Là, j'ai des photos, je trouve, qui sont tellement belles, des glaces. Puis, là, ça s'y méprend. On ne sait pas si c'est des glaces ou il faut se le faire dire que c'est des glaces. C'est ce que j'aime de la photo aussi, pouvoir imaginer ce que tu veux. Apprécier les choses d'une manière différente, dans le fond. Ouais. Mais là-dedans, est-ce qu'il y a un fil conducteur qui relie tous tes projets? C'est quoi la motivation principale quand tu entreprends un projet pour toi-même, en dehors des contrats? Ouais. La motivation? Ouais.
j'ai une idée, il y a quelque chose qui vient me chercher. C'est l'inspiration te frappe? Ouais, c'est souvent ça. Ok, Tu sais, ok, je vais ok. avoir une idée. Soit qu'il y a il va y avoir une injustice quelque part qui va me stimuler. Ça peut te qui va- stimuler. Ouais, souvent beaucoup même. Là. Ou le beau aussi. Tu sais. Je suis quand même quelqu'un qui aime, malgré qu'il n'y a pas beaucoup de. Le beau n'est pas valorisé. Le beau est sous-valorisé même, selon moi. J'aime ça. C'est pour ça que c'est pas pour rien. C'est une des raisons pourquoi je suis revenu à Trois Pistoles. C'est tellement beau. Donc, Effectivement. Ça motive l'inspiration. ça motive l'inspiration, ouais. Puis sinon, en terminant, est-ce qu'il y a quelque chose qui s'en vient dans tes projets que tu aimerais annoncer, que tu aimerais qu'on regarde, que le public soit au courant pour qu'est-ce qui s'en vient? Je me lance dans le ballet. J'ai failli te croire. Hey, tu m'as eu pendant une seconde. Dans le ballet à claquettes. Le ballet à claquettes, ça, c'est original encore. Ouais. On reconnaît le processus. Ça, tout le temps, il faut. Non, mais Non, soit quelque chose qui sort dans le fond, bientôt. je t'ai parlé du projet de Ouais. documentaire, là, Tant que nous marcherons. Tu sais, je pense que j'en ai pour au moins une couple d'années, là, 2 ans. Ben, facile. il faut être patient. Il faut être patient. Quand on se lance dans le cinéma, je pense qu'il y a ça, puis surtout dans le documentaire, parce qu'il y a un gros processus de recherche. Là, tu sais. Puis je veux rencontrer d'autres personnes, j'attends d'avoir d'autres ouvertures. Puis à chaque fois que je parle à quelqu'un, tu sais, le fait que j'ai parlé à Donatella Della Porta, ça m'a inspiré pour continuer. Je continue mon processus créatif du documentaire d'une manière différente que je le faisais avant d'y avoir parlé. Tu sais. Puis à chaque fois dans le processus que je vais rencontrer quelqu'un de nouveau, ben, ça va faire « Ah, OK, il y a ça de plus dans mon film, il y a ça de moins dans mon film. » Il va durer 3h30, je pense. Non, ce faut pas. documentaire. Non, je ne veux Moi, pas non plus. Ça pourrait toujours être Ouais. plus. Je vise l'heure environ, probablement. Là. Fait que ça serait ça, mais il n'y a pas de chance que tu fasses une exposition de photos avant. Ah, ça, C'est pas encore prévu. là. Toujours, mais pas pour le moment. Je suis vraiment beaucoup dans la vidéo depuis, disons, les 18 derniers mois, là, surtout beaucoup de contrats, encore, merci la vie. Ben, donc, la vidéo à fond, donc, j'ai même dû prendre un peu moins de cours de tablette cette année parce que j'avais trop de demandes en vidéo. Tu sais. Donc, puis ça me plaît tellement. Ça fait que je continue ça, puis je mets mon temps là-dessus. Puis, c'est un travail laborieux, fait qu'il faut être assidu, il faut être constant. oui, parce que surtout en tant que travailleur autonome. Il faut se là. motiver soi-même à entreprendre toutes ces choses, parce que c'est quand même un long parcours avant que le documentaire soit fini. Le documentaire en soi, là, c'est pour ça que ça fait du bien aussi de travailler sur des projets qui sont souvent un petit peu plus rapides. Là. Oui. Du corpo, là, c'est 1 mois, puis après ça, c'est livré. Comme ça, on a la récompense plus vite. Plus vite, mon petit cerveau, il est content. Ouais, dopamine. Dopamine. Alors, sur ces paroles remplies de dopamine, Merci. Ben, Séverino, Hey, merci pour ton beaucoup. temps. Ça fait plaisir. Puis Merci à toi. on souhaite de la persévérance dans tous tes projets et de rester aussi original. J'essaye. Merci.